Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Vincent, ravi de te recevoir sur Voice of Industries aujourd'hui. Bonjour Mathieu, ravi que tu m'aies invité, merci beaucoup. Avec plaisir, et on va parler d'un sujet un peu, je dirais qui sort un peu de l'ordinaire par rapport à notre podcast qui est à l'industrie. On va parler de photographie et de photographie panoramique à 360 degrés et de ses usages dans l'industrie. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter l'activité de Vertis ? Oui, bien sûr, donc je suis Vincent Bonigène et je suis cofondateur de Vertis. Alors Vertis, on est éditeur de logiciels et on édite la solution Spheric. Et Spheric, c'est un écosystème logiciel, en gros, qui permet à nos clients de facilement créer eux-mêmes des street view documentés de leurs infrastructures. Et on s'adresse essentiellement à l'industrie. J'ai un passé dans l'édition et la qualité logicielle, du coup, et aussi beaucoup via mon expérience chez Color GoPro. Donc Color qui étaient les premiers outils d'assemblage de photos panoramiques et de création de visites virtuelles. Donc je suis beaucoup aussi dans l'image, et on est persuadé chez Vertis et avec notre solution Spheric que l'image c'est quelque chose qui parle à tout le monde et qui est très utile aussi pour documenter nos belles industries. J'imagine, ouais, ça permet d'être dans le concret, dans le réel. L'image, ça nous parle à tous. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est que la photo panoramique à 360 degrés et au final, à quoi ça peut servir pour l'industrie ? Tout le monde, je pense, connaît Street View, a déjà été voir une adresse sur Street View. C'est ça, en fait, la photographie panoramique. On se place au milieu d'une sphère et on est capable de venir tourner la tête à 360 degrés pour voir la sphère qui nous entoure. En fait, quand j'ai su que j'étais invité, j'ai par curiosité été voir un petit peu c'est quoi l'histoire du panorama. Et en fait, j'étais assez étonné, puisqu'en fait, le panorama, l'inventeur, celui qui a repris le terme de panorama, c'est Barker. Ça date du XVIIIe siècle, donc vers à peu près la période de la Révolution. Et ça a commencé par des peintures panoramiques. Et Barker, en fait, il a créé des premières expériences immersive. Il a construit tout un bâtiment à Londres dans lequel il a exposé une peinture à 360 degrés. Et en fait, c'est lui qui a repris aussi ce mot de panorama qui, initialement du grec, veut dire panorama, vision globale. Après, il y a eu l'argentique. Enfin, les photographes ont voulu s'emparer effectivement de ça et représenter le monde aussi à 360 comme on le voit, et donc il y a eu beaucoup d'expériences aussi avec l'argentique, de comment associer les photographies qu'on fait pour en créer des panoramas. Et puis il y a même eu des expériences effectivement d'appareils photographiques durant le XXe siècle pour tout de suite prendre des photos panoramiques avec ces appareils. Il y a eu vraiment une révolution avec l'arrivée du numérique là, au début du XXIe siècle. D'un point de vue captation, déjà, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour créer des photos panoramiques, on a vraiment des outils très simples d'utilisation, des caméras du commerce, comme la GoPro Max ou la gamme Ricoh, etc. Donc, c'est des petites caméras avec deux lentilles, et en un clic bouton, on arrive à capturer une image à 360 degrés. Mais on peut aussi venir faire de la haute résolution, parce qu'on a un besoin de définition. Donc on a vu par exemple des projets comme Paris 26 gigapixels, etc., qui permettaient vraiment d'avoir une vue 360 de Paris dans lequel on pouvait vraiment les zoomer pour avoir du détail. Et ça, c'est plutôt fait avec des réflexes classiques et des têtes panoramiques. Et on vient du coup prendre tous les points de vue et on assemble ça comme de la couture, finalement, pour créer cette photographie panoramique. D'un point de vue software, justement, il fallait des outils pour créer ces coutures. C'était ce que faisait Autopano de la société Color. Et après, est arrivé aussi finalement les outils de comment on navigue au sein de ces sphères panoramiques et la visite virtuelle telle qu'on la connaît. Merci pour ce retour historique qui est hyper intéressant sur la naissance de la photo panoramique. Alors, quand on parle d'industrie, aujourd'hui, on a pas mal de tendances différentes qu'on voit émerger. On a des jumeaux numériques 3D avec de la captation, on va dire, digitalisation 3D des usines. Il y a la photo panoramique. Comment les uns se positionnent par rapport aux autres et quelque part, quel est le rôle de chacune de ces technologies en fonction des usages ? Oui, alors déjà la photo panoramique dans l'industrie, ça permet effectivement de très rapidement se projeter sur les lieux, et nous on pense que c'est un support pertinent à l'information.
Qu'est-ce que tu as d'autre aussi? Effectivement, tu as évoqué la 3D. Alors, quelle est la différence entre la 360 et la 3D? Parce que pour la petite anecdote, il y a plein de gens, nous, quand on leur parle de 360 ou de Street View, ah oui, c'est de la 3D. Non, c'est pas de la 3D. Hein. La 3D, effectivement, on peut se naviguer dans les 3 dimensions. Donc, ouais, je sais pas si tu as connu les jeux vidéo au début. Hein, Bien sûr, oui. Duke Nukem, Quake, etc. Donc, on a vraiment cette dimension où on peut venir explorer toute la 3D d'un lieu en translation, etc. selon les 3 dimensions. Contrairement à la 360 où on peut juste tourner la tête. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est qu'effectivement, c'est en fonction des usages que tu vas avoir un intérêt à une information de plus en plus détaillée ou qui va de plus en plus vers la 3D. Aujourd'hui, en fait, qu'on parle de photos 360, de 3D ou de maquettes numériques, tout ça s'intègre, on va dire, dans une démarche BIM. Et c'est vrai que c'est important pour les industriels d'utiliser le bon média au bon niveau. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien expliquer justement, c'est que pour se projeter dans un lieu, bah, y a des gens, c'est papier, crayon, et je décris le lieu. Après, il y a des gens, ils viennent prendre des photos, ils les partagent sur un SharePoint ou un dossier partagé, etc. Donc ça permet de se plonger sur un site, et à l'extrême droite de ce graphique, on pourrait avoir effectivement la 3D, avec du nuage de points, de la photogrammétrie, etc. Et là, c'est sûr que tu peux te projeter complètement sur site. Par contre, en termes de coût de mise en place et d'acquisition, voire même quand tu as un site qui vit dans le temps, il faut repasser, de mise à jour, ouais. de mise à jour, et ben là, tu n'es pas du tout sur les mêmes niveaux. Donc, nous, aujourd'hui, avec la photo panoramique, qui est finalement une technologie connue, hein, c'est de la photo. Donc ça reste simple de mise en œuvre, ça finalement. reste simple à mettre en œuvre. Au départ, une photo panoramique, c'est un planisphère que tu viens reprojeter sur une sphère pour pouvoir le voir. Donc, c'est une technologie éprouvée, voilà, avec un coût de mise en place et de maintenance maîtrisé par les industriels. Bien sûr, en fonction des besoins, notamment des nouvelles constructions, etc., la 3D sera importante. Par contre, aujourd'hui, pour des entreprises qui ont à gérer tout un patrimoine avec des sites très étalés sur un territoire, venir modéliser, avoir un jumeau numérique on va prendre un exemple d'un relais, d'un petit poste relais au milieu de la campagne qui fait 10 mètres carrés, la 3D, elle est overkill. T'as pas besoin de ça. Donc, tu utilises la photo 360, tu te déplaces, un technicien en déplacement prend la photo 360, la fait intégrer le référentiel numérique de l'entreprise, mais avec un coût très simple. Il a pris le matériel, l'application qu'on propose par exemple, hein, et on peut se projeter après à distance dans cette installation et en obtenir les informations pertinentes. Alors, quand on est industriel, qu'est-ce qu'on fait avec cette photo panoramique 360 ? Bah, l'intérêt, il y a véritable intérêt à se projeter sur les lieux pour différents cas d'usage. Il y a aller chercher de l'information. Donc nous, en gros, avec notre solution, en plus de la photo 360, tu peux venir documenter cette photo en ajoutant de l'information spatialisée. Donc tu peux, si dans ton lieu tu as de l'équipement, tu peux venir ajouter une notice PDF, une vidéo qui explique un équipement, etc. Donc il y a de la prise d'information. Il y a des cas d'usage d'exploitation et de maintenance. On a, par exemple, je te reparlerai peut-être, mais beaucoup de nos clients qui l'utilisent pour de la préparation de travaux, justement, pour venir obtenir l'information avant de se déplacer pour les travaux. Ça leur évite des déplacements inutiles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les équipes de maintenance vont aller se balader dans l'installation au travers de ce Street View 360 en amont de l'intervention pour pouvoir la préparer, voir comment sont configurées les installations, etc. Exactement. Mais surtout que je rajouterais que tu as quand même plein de cas où les installations ne sont pas forcément accessibles facilement. Par exemple, dans le cas d'EDF Hydro, qui est un de nos plus gros clients, tu as des installations qui sont sous la neige en hiver. Ils utilisent aussi la visite virtuelle pour avoir un double numérique de lieux qui d'habitude sont sous l'eau. Et donc, sans arrêter ton exploitation, tu es capable de dire « je profite d'une intervention où j'ai coupé ma production » pour venir justement
capturer ce double numérique à ce moment-là, qui pourra être consulté du coup, après coup, via l'application, alors que c'est en train de tourner, tu peux pas rentrer dans la pièce ou dans... Ouais, donc dans ça permet de l'ouvrage. se projeter dans des installations qui sont, on va dire, pas accessibles tant que l'intervention ne démarre pas, et en fait d'avoir tous les éléments en amont et pas devoir attendre que ce soit à l'arrêt pour faire un premier passage. Et en fait, il y a un gros gain de temps, j'imagine, sur les maintenances de ce fait-là. Un gain de temps et une fiabilisation de l'intervention. Bah, c'est surtout en fait que tu y as accès. Tu peux justement la préparer parce qu'avant tu n'avais pas la possibilité d'avoir cette information en dehors du fait de la visiter une Ouais, fois. ce qui une fait fois que vidée, si elle une est fois- préparée correctement, ça veut dire que l'intervention va être plus rapide, Ah théoriquement. bah exactement, exactement. Donc globalement, tu économises du temps, tu économises des déplacements par tes techniciens en amont pour préparer ces travaux. Donc voilà, du temps, de l'argent et du CO2. Aujourd'hui, concrètement, alors on a évoqué ce sujet de facilitation de la préparation. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous aidez en fait vos clients à mieux gérer leur patrimoine et leurs installations? Alors, on les aide. Je vais aller un peu au-delà justement des sites documentés. Nous, pour mieux gérer leur patrimoine, justement, on a vraiment développé une réelle plateforme logicielle qui permet de manière très concrète aussi de redémarrer d'une carte géographique de l'ensemble des installations qui permet de gérer les différents droits que tu peux avoir pour venir gérer ton patrimoine, le construire, ton patrimoine virtuel, j'entends, et puis le maintenir à jour dans le temps. Le maintenir à jour dans le temps, c'était une contrainte très forte des industriels, c'est parce que leur patrimoine, il évolue constamment, donc il faut que les doubles numériques évoluent aussi constamment. Donc avec nos applications, eh ben, on a rendu beaucoup plus simple la mise à jour. Donc comment je peux venir me redéplacer sur site, venir reprendre une photo parce que la peinture a changé, mon équipement a changé, et en même temps venir consulter l'historique. Je sais pas si tu vois sur Google Street View, tu as la voiture qui est passée, tu as accès à plus de dates. Bah, nous aussi, on a toutes ces fonctionnalités qui permettent aussi de suivre l'installation. C'est une genre de Wayback Machine où on va être capable de revoir des versions antérieures liées aux captations qui ont été faites précédemment. Et d'ailleurs, ça leur sert aussi en suivi de travaux, puisque lorsque tu fais des gros travaux, tu peux directement venir... Je prends un exemple, lors des travaux, tu fais passer, bien sûr, des gaines, de l'électricité, du gaz, etc. Et puis derrière, en fait, tu as le placo ou tu as les éléments plafond. Et ben, tu peux très bien venir, avec l'outil, te mettre en mode comparaison et venir observer quel est l'état des réseaux en dessous des éléments visibles. Parce que tu viens capter à différents moments du capter chantier. à différents moments, voilà, et tu y as accès après. Tu nous as parlé d'EDF Hydro avec ce cas d'usage là, sur la préparation des interventions. Est-ce que tu peux nous partager d'autres cas concrets d'usage dans l'industrie et quelque part ce que ça a apporté à ces clients industriels d'avoir ce type d'outil? Ouais, alors déjà pour être un peu plus précis sur EDF Hydro, il faut savoir que toutes leurs installations là, hydroélectriques ont été cartographiées justement avec nos applications et en gros ils ont estimé justement des gains en déplacement d'un peu plus d'1,5 million de kilomètres juste avec le cas d'usage de la préparation de travaux. On a d'autres cas d'usage avec d'autres clients. Il y en a qui l'utilisent par exemple pour faire des pré-plans de prévention ou diffuser pour une préparation d'audit, voilà, ou faire des visites simplement à distance à des fournisseurs ou des clients qui sont à des milliers de kilomètres de l'installation. On a aussi des entreprises qui nous ont demandé, qui font des visites virtuelles pour des cas d'usage de formation, d'inventaire. On a par exemple Engie Solutions, donc qui gère un ensemble de chaufferies. Et eux, c'est vraiment pour préparer ils ont beaucoup de turnover en fait dans leurs équipes d'intervention. Et il y a un aspect formation assez fort chez eux lorsque les équipes changent pour maîtriser tout le patrimoine effectivement des chaufferies qu'ils ont à gérer. Il faut savoir que pour Engie par exemple, un déplacement dans une chaufferie évité grâce au fait qu'ils se projettent dans le double numérique, c'est déjà rentabilisé, voilà. Ouais, donc c'est vraiment le fait d'avoir en permanence sous la main ce jumeau numérique en fait de l'actif et qui permet
de se projeter pour préparer, on va dire, on est vraiment dans l'anticipation, c'est-à-dire préparer une intervention de maintenance, présenter l'installation, j'imagine, à un fournisseur, ce dont tu parlais tout à l'heure, pour préparer des devis Ouais, je pensais, d'intervention de travaux, des choses par comme exemple, ça. pour ça, je pensais aussi à la SNR, qui est l'autorité de sûreté nucléaire, qui, justement, quand on parle de montrer l'installation, eux, leur cas d'usage, c'est vraiment la valorisation de tous leurs actifs scientifiques, leurs laboratoires, etc., auprès de la communauté scientifique, justement, mondiale. Donc, ils vont beaucoup plus tourner les visites virtuelles de leur site, faire des aspects pédagogiques et avec une information scientifique derrière les équipements qu'ils ont envie de partager avec la communauté. On a parlé de tous ces cas d'usage. Est-ce que c'est difficile de mettre ça en place? Et globalement, comment, je dirais, vous, avec ces solutions logicielles que vous avez développées, je pense à Spheric, votre produit, comment est-ce que vous permettez à ces industriels de passer outre ces difficultés? C'est une vraie bonne question. Et c'est vrai que ça s'inscrit toujours dans le temps long. Pourquoi? Parce que qu'un vrai gain soit mesuré, il faut un certain déploiement de la solution. C'est pas parce que tu as fait une visite virtuelle d'un local que tu vas pouvoir mesurer le ROI. Donc il faut une véritable démarche d'entreprise pour aller couvrir un certain pourcentage de ton patrimoine. Donc c'est pour ça que nous on aime beaucoup, premièrement, fonctionner par POC pour montrer l'intérêt sur un petit périmètre. Et la deuxième chose qui est super importante, c'est qu'en fait, un des freins qu'on a au début, c'est, vu qu'on veut rendre notre client autonome, c'est oui, mais j'ai pas le temps de venir faire comme ça un double numérique de mes installations. Et nous, ça a toujours été vraiment notre mantra, c'est faire simple. Et vraiment, pour passer cette difficulté-là de l'adoption par les clients, il faut leur donner des outils très simples, et notamment l'application mobile qui leur permet justement, en quelques clics, en quelques minutes, quand ils se déplacent sur une installation, elle est clé dans ce mécanisme. Il faut que le technicien profite de réaliser son métier de tous les jours pour faire quelques clichés supplémentaires, donc il ne doit pas perdre de temps avec la mise à jour du référentiel numérique. Et c'est vraiment, aujourd'hui, je mesure à quel point c'est une condition nécessaire que ça ne prenne pas de temps à l'acquisition. Ce qui a de la valeur, c'est la consultation du référentiel ensuite. Et posteriori. Donc j'imagine que vous avez travaillé énormément avec vos clients pour adapter votre solution, votre approche pour lever tous ces freins sur la phase de captation. Oui, tout à fait. On a énormément travaillé avec eux sur ces phases-là d'ergonomie, je dirais, de nos applications. Et justement, avec nos gros clients industriels, on prend vraiment le temps avec eux de les écouter pour développer justement les fonctionnalités industrielles qui répondent à leurs besoins et à leur cas d'usage. Voilà, on n'est pas diversifié sur plein de secteurs, donc on est vraiment à l'écoute des industriels pour venir enrichir tous ces doubles numériques selon leurs besoins à eux et leurs contraintes métiers, j'allais dire. Ça bouge beaucoup aujourd'hui au niveau des technologies de l'information, en particulier de l'intelligence artificielle, où il y a pas mal d'applications au domaine de l'image. On le voit avec l'IA générative en particulier et tout ce qu'elle permet de faire. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme tendance sur le marché sur lequel vous êtes et, on va dire, les applications de ces évolutions technologiques sur votre activité ? Globalement, déjà, je voulais dire qu'effectivement, on voit que l'adoption du jumeau numérique au sens large dans la vie d'une installation est vraiment en train de se développer. Et il y a une forte volonté, effectivement, de centraliser toutes les données qui sont issues d'une large gamme de captations. On en avait parlé tout à l'heure. Ça peut être de l'image simple, de la 3D, de la photo 360 prise par drone ou autre. Donc vraiment, les gens veulent capter tout ça. L'IA... Oui, c'est sûr qu'il y en a de plus en plus. On est capable notamment avec l'image, de venir repérer un certain nombre d'éléments. Et là, sur de la reconnaissance. De la reconnaissance, reconnaissance et classification. Donc, nous, on va aller travailler effectivement de plus en plus sur l'IA sur 3 axes, on va dire, essentiels. Le premier, c'est de la classification. C'est-à-dire que tu as une captation... j'ai identifié des vannes, je suis capable de dire qu'il y a 4 vannes dans l'image, des choses comme ça. Exactement. Et on peut aussi, en fonction du client, utiliser les modèles de nos clients parce qu'ils ont des banques d'images à eux, voilà, et venir se plugger dessus pour qu'ils aient leur propre
leur propre modèle. Il y a tout le travail aussi, bien sûr, de la puissance aujourd'hui, des LLM. Nous, derrière notre application, il y a aussi une énorme base documentaire. Donc, issue de l'image ou issue des documents qui sont ajoutés à l'image. Donc, quelque part, on ne va pas couper aussi, je pense, à simplifier la recherche d'informations via cette utilisation type LLM de l'IA. Je veux savoir combien de pompes j'ai, etc. On va savoir retrouver ça dans notre banque d'images et de données. Et une dernière utilisation qu'on fait aujourd'hui, on n'en a pas parlé, effectivement, je ne l'ai peut-être pas mentionné quand on a parlé de différence aussi entre la 3D et la 360, donc je vais faire un petit aparté là-dessus, c'est que aujourd'hui, la 360 suffit souvent pour les cas d'usage pour se projeter visuellement sur un lieu. Souvent, les gens, ce qu'ils vont aller chercher dans la 3D en plus, c'est la mesure. Puisque la 3D, nuage de points, etc., permet de mesurer des distances, etc. Donc c'est très 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 important. Ce qu'il n'y a pas ou n'y avait pas encore dans la photo. Mais du coup, effectivement, l'IA évolue aussi avec tout ça, et on est de plus en plus proche de savoir mesurer en n'utilisant que la photo. Donc nous, on travaille énormément là-dessus aussi pour pouvoir, demain, venir mesurer directement dans la photo. En arrivant là, tu m'as montré un petit prototype et tu m'as parlé de LiDAR. Ça vient aussi jouer là-dessus, le LiDAR, parce que j'imagine que ça commence à venir rajouter un peu de 3D dans l'image. Tu peux nous en dire plus ? Tu me lances, Mathieu. Oui, là, elle est là, elle est juste devant. On s'est lancé aussi dans le hardware, puisqu'on développe, enfin en ce moment on en est un prototype là, qui est devant toi, d'une petite tête panoramique motorisée. Voilà. Et cette petite tête panoramique motorisée, on l'a voulu pour... allez, je réfléchis là un peu en live, mais je dirais 3 raisons. La première, c'est que on voulait être autonome finalement dans toute la chaîne end-to-end de captation jusqu'à aux outils de diffusion des visites virtuelles. Et au niveau de la captation, c'est vrai que par exemple, on peut dépendre de petites caméras du marché, 360, dont je te disais. Là, avec notre propre tête et l'utilisation d'un téléphone, puisque en fait aujourd'hui le téléphone fait des très belles photos. Peut-être pour préciser, c'est un système mécanique sur lequel on vient fixer un téléphone générique. Exactement. Donc il n'y a pas de, entre guillemets, on n'est pas dépendant d'une technologie particulière. Tout à fait. Et donc le téléphone qui est fixé sur cette tête, elle tourne autour de 2 axes, ce qui fait que le téléphone va aller prendre des photographies sur l'ensemble d'une sphère 360 pilotée par notre petite application mobile. Qu'est-ce que ça permettra par rapport aux petites caméras justement qu'on pilotait jusqu'à maintenant ? Une forte résolution, puisque ton téléphone, quand tu fais des photos unitaires, tu as déjà une très belle qualité d'image qui te permet de zoomer dedans et des fois même d'aller voir des écritures, de lire des étiquettes. Donc, meilleure qualité d'image. Le technicien en mobilité n'est plus obligé de prendre du matériel supplémentaire à la tête, mais pas forcément d'autres caméras. Son téléphone suffit. Et effectivement, tu en as parlé, sur les téléphones récents, de plus en plus, il y a des lidars. Donc les lidars, c'est ce qui va venir te permettre, on va dire, de faire un peu de nuage de points et venir proposer une carte de profondeur finalement de ce que tu regardes. Donc on va pouvoir acquérir aussi le signal lidar de l'appareil photo, et à ce moment-là, on aura gagné au niveau mesure, puisque la mesure sera, j'allais dire, gratuite directement, alors qu'on regardera la photographie 360. Par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, où il y a beaucoup de progrès avec l'IA dans la mesure, tout est une question de cas d'usage et de précision qu'on cherche à obtenir à la mesure. Voilà. Donc aujourd'hui, avec l'IA, on est loin d'avoir des précisions, on n'est pas métrique, etc. Avec le LiDAR, on sera beaucoup plus proche de valeurs réelles. Ok. Est-ce que tu as d'autres tendances ou innovations que tu souhaiterais nous partager ? Peut-être juste au niveau des tendances, moi ce que j'observe aussi, c'est que vraiment la photo au sens large et la visite virtuelle est en train vraiment de se répandre dans plein de cas d'usage. Et je pense notamment à tout ce qui est sécurité. Voilà, donc on travaille avec le CNPP, justement, Centre national de protection, qui sur des activités de protection incendie, notamment, utilise de plus en plus la visite virtuelle 360, à la fois pour
caractériser des risques, mais aussi pour faire de la formation par rapport à des scénarios incendies qui ont pu avoir lieu. Et vraiment avoir des éléments concrets qui parlent à tout le monde et à tous les apprenants. Et le deuxième point, c'est au niveau de l'inspection. Le cas d'usage de l'inspection, il y a de plus en plus aussi d'utilisation de la photographie 360 pour venir capter l'information et la rematérialiser au plus proche de la réalité, c'est-à-dire dans une visite virtuelle dans laquelle tu peux te plonger. Ça n'empêchera pas le petit rapport à la fin, le PDF que tu dois renvoyer, mais du coup, on développe aussi ces outils qui permettent de générer les rapports, bien sûr, en inspection par la suite. Merci Vincent pour ces partages. Est-ce que pour conclure, tu pourrais dire à notre auditoire quels sont un peu les quelques points clés à avoir en tête pour réussir la digitalisation et la mise en jumeau numérique, si on veut, de son patrimoine industriel? Je dirais que premièrement, il faut effectivement se poser la question de la résolution qu'ils veulent, de quelle... je pense qu'il faut se poser la question effectivement pour eux de vraiment ce qu'ils veulent voir et quel degré de fidélité ils veulent pouvoir se plonger sur leurs différents sites. Donc cette notion va directement venir décider du type de captation qu'il faudra avoir. J'en avais parlé, depuis la 360 basse définition avec des petites caméras jusqu'à des appareils très coûteux qui font de la 3D. Et donc ça, c'est vraiment tiré par le cas d'usage qu'on va pouvoir faire ce choix de captation. Deuxièmement, c'est d'y aller en commençant par essayer sur une zone, un périmètre de leur activité, d'aller effectivement mesurer l'intérêt et les gains qu'ils peuvent avoir par rapport à cette utilisation, puis après déployer. Merci beaucoup Vincent, ravi de t'avoir reçu sur Voice of Industries. Merci à toi Mathieu, c'était avec grand plaisir.